Cette téléconsultation est plus qu'à l'ordre du jour, hein. On est depuis ces derniers mois confrontés à des vraies difficultés pour pouvoir recevoir nos patients. Et c'est donc la thématique que nous avons choisie pour ce soir, pour notre premier webinaire, et essayer tous ensemble de réfléchir à comment cette nouvelle modalité de consultation, cette nouvelle modalité de communication peut entrer dans notre clinique. Donc, je vais laisser la parole à André Cormand, qui est médecin sexologue et andrologue, vice-président de notre association et directeur d'enseignement de la faculté de Toulouse. S'en suivra l'exposé de Gilbert Boujaoudé, que nous remercions chaleureusement d'avoir bien voulu participer à cette communication. Et enfin, le docteur Béatrice Cusin, qui est urologue, andrologue et sexologue, membre de notre CA et qui exerce sur Lyon. Alors, je vais partager mon écran et je suis très heureux qu'on se rencontre et que dans ce climat un peu chaleureux qu'on essaye d'avoir tous au moment de la prise de nos fonctions dans le conseil d'administration de la HUS. Donc, c'est une vraie bienvenue à tous. Alors, pourquoi la téléconsultation? Alors, c'est marrant parce que c'est un sujet qui est très controversé, qui a été très controversé, peu enseigné comme pratique clinique. Et cette téléconsultation a longtemps été, au fond, mis de côté par les autorités compétentes et les professionnels de santé. Alors, cette nouvelle façon de consulter a vu doucement, très doucement le jour en France, et c'est surtout, comme le rappelait Aurélie, dans cette période particulière qui est l'épidémie de Covid-19, qu'elle apparaît comme un outil qui nous semble extraordinairement utile pour pouvoir continuer notre activité et la développer pour nos patients. Alors, c'est au fond de réfléchir ensemble à mieux appréhender son utilisation en sexologie dont on va vous parler ce soir. Alors, Gilbert Boujaoudé utilisera son recul pour nous détailler le profil des consultants, ce qui est très intéressant, et Béatrice nous éclairera de sa pratique. Quant à moi, je vais vous raconter une histoire, comme d'habitude, c'est-à-dire mon histoire, comment au fond, puisqu'on n'a pas de recul, comment, dans l'expérience clinique du sexologue que je suis, est apparue cette téléconsultation. Alors, au fond, je vous fais partager ma réflexion. On est dimanche 15 mars 2020 et me voilà plongé dans une intense réflexion. Ma femme, comme mes filles, m'exhorte à la prudence face à la pandémie, à la veille de mes 70 ans, que je fais le mois prochain. Et je viens d'apprendre que la France va être confinée dans 2 jours. Mon agenda est plein de rendez-vous avec mes patients et patientes pour les semaines qui viennent. Que faire? Fermer mon cabinet? Mes patientes et patients vont être privés de prise en charge et moi de mon activité. Alors, mes pensées me rappellent les conversations enflammées que j'avais eues dans d'autres temps. À l'époque, je faisais de la réanimation et du SAMU avec un de mes maîtres et amis, le professeur Louis Larenc à Toulouse. Il a été le créateur des SAMU en 1968. Vous connaissez tous ce modèle d'urgentisme qui a essaimé dans de nombreux pays à travers le monde. Et dans la fin des années 80, il fut le premier en France à mettre en place dans sa région de Midi-Pyrénées la pratique d'abord de la téléexpertise. Alors la téléexpertise, c'était ce qui permettait, par exemple, dans un petit hôpital rural où il y avait un malade complexe et ça permettait un échange avec, par exemple, un professionnel d'un CHU et ce qui permettait une couverture territoriale sans déplacer les patients. Puis de la téléconsultation. Et là, sur la téléconsultation, on était tous complètement sceptiques autour de lui. Eh bien, c'est grâce à son action politique, il était député de Toulouse, que la pratique de la télémédecine est inscrite dans la loi à partir du 14 août
2004. Nul doute que lui m'aurait dit, Cormand, téléconsul, dont acte. Alors, dans mes activités de recherche et d'enseignement, je voyais l'explosion de la visio et Zoom devenir un des symboles du confinement, permettant mes échanges avec des amis chercheurs et philosophes, mes cours du DIU et même des ateliers en visio, les webinaires en lieu de nos réunions ou congrès, on y est ce soir, et nos vivantes réunions du CA de la LUS. Alors, ayant toujours eu comme conduite de m'adapter de façon critique aux outils de la modernité plutôt que de les diaboliser dans une pensée nostalgique, la téléconsultation m'apparaissait clairement comme la solution à proposer à mes patients et patientes dans cette période inédite. Mais soyons francs, ma pratique clinique de la téléconsultation était jusqu'à ce jour anecdotique. Seuls quelques entretiens avec des patients et patientes en migration professionnelle, mais avec lesquels le lien thérapeutique s'était déjà effectué de façon classique en présentiel. J'ai mis en place alors une double pratique de la téléconsultation depuis le 20 mars 2020 à travers deux vecteurs. Une plateforme de médecine sexuelle déjà construite et une invitation à la visioconsultation à l'intégralité de ma propre patientèle. Je suis en secteur 3, à la place du report. Autrement dit, ils avaient le choix entre faire des visios ou reporter, s'inédier les rendez-vous. Je voudrais ici simplement tirer quelques enseignements sur cette intégration de la téléconsultation dans la pratique clinique du sexologue. Je vais faire quelques constats de cette expérience brève, puisque vous le voyez, il ne s'agit que de quelques mois, et sur ma patientèle comme sur la plateforme. Alors, acceptation, recrutement, compliance. Dans ma patientèle, au fond, ils avaient le choix donc entre visio ou report, et on remarque assez clairement que dans le premier confinement, alors le premier confinement, tout le monde se disait c'est une parenthèse brève, mais après, on va en sortir. Et là, l'acceptation de la visio était très inférieure à la demande de report. Dans le deuxième confinement, où là, la parenthèse est hypothétique et surtout le télétravail s'est énormément développé, et là, l'acceptation de la visio est très nettement majoritaire. Pour dire, sur les derniers mois, j'avais même des patients qui voulaient continuer en visio, alors même que j'avais repris mon activité au cabinet. Le recrutement, au fond, ça s'adapte extrêmement bien à une patientèle habituée au télétravail et maniant facilement les outils informatiques, ce qui, dans ma clientèle, ayant beaucoup de gens, par exemple, des cadres d'Airbus ou autres, ça marchait très bien, et à une patientèle jeune habituée aux relations virtuelles au quotidien. C'est beaucoup plus difficile, moi qui suis qui ai une clientèle aussi rurale et âgée. Là, c'est plus complexe. Ils sont un peu effrayés au départ et ils préféraient souvent reporter. Je vous l'ai dit, quand le choix présentiel visio est proposé, beaucoup maintiennent la visio. Alors, sur la plateforme, c'est une expérience différente, puisque là, ce n'est pas ma patientèle, ce sont des patients essentiellement masculins. On va retrouver, et c'est intéressant de se rendre compte qu'on le dit dans des congrès depuis des années, mais ça reste toujours une honte et une difficulté pour beaucoup de gens d'aller consulter un sexologue, on les retrouve. Ce sont des patients qui ont un éloignement géographique de tout sexologue. Ce sont des patients se fournissant, ça c'est un truc qui m'est apparu très intéressant, directement sur le web en médicaments, par exemple, de contrefaçon, on en parle souvent, mais là on se rend compte que c'est un vrai phénomène. Et enfin, ce sont des patients recherchant une prestation plus économique. Gilbert en parlera mieux tout à l'heure, mais c'est intéressant. Alors la compliance est étonnante, répondre aux consultations de suivi avec un très bon retour.
La récupération, alors c'est très marrant, par exemple, les gens qui étaient sur la plateforme et qui étaient de ma région géographique, beaucoup ont pris rendez-vous après avec moi directement. Alors, les atouts et les manques. Alors, dans ma patientèle, je dirais que ce qui m'est apparu extrêmement intéressant, vous savez que j'avais fait une communication aux assises sur le temps, la temporalité, c'est la souplesse des rendez-vous. Il y a beaucoup de difficultés à prendre un rendez-vous de couple. Là, c'est beaucoup plus simple qu'en présentiel et on peut prendre, par exemple, plus facilement des rendez-vous tardifs chez soi en téléconsultation qu'avec des heures très tardives au cabinet. Les consultations, elles sont finalement plus courtes car on rentre très vite dans une attitude clinique, dans une anamnèse extrêmement précise et c'est marrant, alors que la mise à l'aise est très longue, souvent en présentiel. Là, ça se fait de façon assez naturelle, comme si le travail s'était fait avant la prise du rendez-vous. C'est énormément adapté à tout ce qu'on fait en pédagogie, et Dieu sait si la consultation de sexologie doit être pédagogique, partage de documents, schémas, slides. On a, pour les enseignants, par exemple, du DIU, on s'est habitué à cette formulation, c'est la même chose. Rédaction, alors ça, moi, ça m'a amené à rédiger à tous les gens que je voyais en téléconsultation un petit compte rendu avec rigueur, positionnement de la prise en charge, examen complémentaire, conseils, exercices, lecture proposée, tout est extrêmement possible. Alors les manques, évidemment, c'est la difficulté des silences, alors que le silence est souvent un moment important dans nos consultations et dans nos thérapies. Le non-verbal, c'est beaucoup plus complexe. L'absence d'examen clinique, bien sûr. Donc, Béatrice en dira deux mots tout à l'heure vraiment la législation de la téléconsultation, de la télémédecine. Alors, on parle ici de médecine. Il faut qu'il y ait eu un examen clinique préalable avant l'utilisation de la téléconsultation. Alors moi, et c'est un travail qu'il faudra qu'on fasse, il y a certaines sexothérapies qu'il faudra remodéliser, réadapter à ce support. C'est un travail passionnant et c'est un travail auquel l'AIUS pourra travailler. Les atouts dans la plateforme, c'est pareil, le temps et la temporalité, ce sont des consultations de 15 minutes. Donc, ça a permis, ça m'a permis, ça m'a appris à travailler peut-être plus efficacement et plus vite dans le screening d'un patient, par exemple. L'anamnèse, c'est d'autant plus rapide que les gens ont déjà rempli un pré-questionnaire, ce qui fait que vous le consultez avant et on a un peu une idée quand même de ce qui s'est passé. Alors moi, grand plaisir, ça m'a permis de revoir une clientèle naïve qui n'a pas encore été traitée ou maltraitée, pourrait-on dire souvent. Mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir cette expérience neuve de population naïve. Ça va permettre d'emblée une prise en charge par un praticien sexologue. Alors les manques, c'est quand même essentiellement pour l'instant des hommes. Et les indications et le format sont surtout adaptés pour l'instant à la médecine sexuelle plus qu'à la sexologie. Alors les conclusions et perspectives, je pense que la période inédite que nous traversons a développé le télétravail qui constitue un facilitateur à mes yeux de la téléconsultation. Elle nous donne la capacité à intégrer de nouvelles stratégies d'exercice pour les sexologues. Création d'un cabinet virtuel, je l'ai fait, moi, vous y êtes, je vous y convie ce soir dans mon cabinet virtuel, meilleure couverture géographique, mieux cibler ses indications et travailler sur des prises en charge mixtes, c'est ce que je suis en train de mettre au point, c'est-à-dire où je vais voir en présentiel ce qui ne peut être fait qu'en présentiel et gérer en téléconsultation le reste, et on pourra mieux serrer avec le temps leurs indications respectives. Elle me semble aussi, cette téléconsultation, un formidable outil en enseignement post-universitaire. Nous, les enseignants, nous savons combien les étudiants demandent d'assister à des consultations. Ça n'est pas toujours facile. Et là, ça permet. Alors, il reste à soutenir et à développer évidemment des programmes de recherche intéressant le domaine de la téléconsultation en sexologie.
et réinventer dans cet objectif certaines de nos prises en charge. Et je laisse ma conclusion à mon maître, le professeur Louis Larrain, qui a disparu aujourd'hui, mais dont je garde un grand souvenir. La téléconsultation est un nouveau paradigme de la pratique clinique. Elle est rendue possible depuis l'apparition des nouvelles technologies. Pour être efficace, il faut voir au loin et pas seulement le jour même. Ceci dit, ceux qui veulent dormir peuvent rester dormir. Voilà, je vous remercie et je redonne la parole à Aurélie. Merci beaucoup, André. Nous allons maintenant donner la parole au docteur Gilbert Boujaoudé. Bonsoir tout le monde. Je vous remercie de l'invitation et je suis ravi de pouvoir partager avec vous une partie de mon expérience, notre expérience en téléconsultation depuis 1 an et demi maintenant. Je ne serai sûrement pas aussi poétique qu'André Cormand et que je remercie pour sa présentation. Et je vais surtout vous présenter le profil des patients qu'on a tout d'abord sur les patients. Là, je précise, je vais parler pas des patients qu'on suivait déjà dans les cabinets, mais qui ont souhaité d'eux-mêmes consulter sur la plateforme et qui cherchaient donc d'emblée à consulter sur une plateforme pour demander de l'aide. Ce sont surtout des hommes pour le moment. Et je dois avouer qu'au début, c'était la grande inconnue, c'est-à-dire on ne savait absolument pas quel type de patient serait intéressé par cette possibilité de téléconsultation. Et là, avec le recul, avec le grand nombre de téléconsultations qu'on a faites, on a quand même une idée qui devient de plus en plus précise. Et la première chose qui m'a frappé, c'est je pensais qu'on aurait surtout des jeunes patients qui sont, comme disait André tout à l'heure, plutôt habitués à l'utilisation de la technologie, du virtuel, etc. Et finalement, on a été surpris de voir qu'on a des patients de tout âge. La moyenne d'âge des patients qui consultent est de 43 ans, mais avec vraiment des patients qui sont étalés sur toutes les tranches d'âge. Et il y a un autre point qui nous a surpris assez rapidement, et je pense que tous les collègues qui ont eu des patients en téléconsultation sur la plateforme ont été surpris du grand nombre de patients jeunes qui téléconsultent, plus que dans nos cabinets, avec des troubles érectiles, troubles de libido. Un tiers des patients avaient moins de 30 ans. Alors, peut-être que le biais effectivement de la téléconsultation pousse plus de jeunes à consulter par ce moyen-là. Peut-être aussi que le prix de la consultation, qui est plutôt dans la moyenne basse, favorise aussi que ce soit des jeunes qui peuvent consulter, qui n'ont pas forcément les moyens. Mais quand on interroge ces jeunes, ils disent clairement que c'était la difficulté de consulter, c'est-à-dire la difficulté d'aller aborder ce sujet. Et d'ailleurs, ça se confirme. Le chiffre est incroyablement haut sur les patients qui n'avaient jamais consulté. C'est-à-dire, comme vous voyez, que 75% des personnes qui ont pris un rendez-vous ou une téléconsultation pour un problème érectile, éjaculation précoce, libido, manque de plaisir, anorgasmie, etc., donc tous les problèmes sexologiques, j'insiste, donc pour le moment purement masculin, 75% n'avaient jamais consulté jusque-là. En d'autres termes, la majorité des patients qui sont venus en téléconsultation, ce ne sont pas les patients qu'on voyait déjà au cabinet pour leur majorité, c'était plutôt des patients qui étaient soit en errance, et tous les collègues qui ont travaillé sur la téléconsultation vous diront qu'on a tous eu les patients qui nous disent « je pense que je n'aurais jamais consulté » ou en tout cas, je pense que là, à court moyen terme, je n'aurais pas osé consulter. Alors, quand on leur demande aussi pourquoi vous n'avez jamais consulté jusque-là, attention, ce ne sont pas des troubles sexuels qui sont apparus il y a 1 semaine ou 2. On n'en a quasiment pas eu. C'était une de mes craintes aussi en me disant, bah tiens, vu que c'est simple de prendre rendez-vous pour une téléconsultation, ça y est, dès que le mec il a une panne érectile ou qu'il a éjaculé une fois un peu trop vite, il va dire, ça y est, je vais prendre rendez-vous. En fait, non, c'était tous des troubles sexuels comme on voit dans nos cabinets, avec un recul de plusieurs mois même parfois plusieurs années avant de consulter. Et quand on leur demande, mais pourquoi vous n'avez jamais consulté jusque-là, la réponse la plus courante, c'est « je n'ai pas osé ».
Et quand on leur dit « Et comment ça se fait là que vous osez consulter ?» Ils disent le fait que je ne sois pas en face, finalement, ça me facilite la démarche. » Et donc, ce qu'on savait depuis longtemps, depuis des années, que la majorité des hommes qui ont des troubles sexuels ne consultent pas, c'est maintenant devant nous. Et pour la première fois, j'ai l'impression qu'on a enfin accès à cette grande partie de patients qui n'osent pas consulter et qu'on voyait souvent à nos cabinets, comme moi, comme vous, on les voit souvent 5, 10, 15, 20 ans plus tard avec des conséquences qui se sont accumulées sur le plan personnel, psychologique, qui sont parfois dramatiques. Donc, les patients, c'est patients de tout âge, mais avec une très grande majorité qui n'avait jamais consulté jusque-là et qui était consciente que c'était difficile pour elles d'aller consulter. Quand on interroge les 25% autres qui disent « j'ai déjà consulté », on se rend compte que c'est des personnes qui ont déjà consulté, mais rarement d'autres sexologues. Ça confirme quand même que la formation et les sexologues en France sont quand même bien formés, puisqu'on a rarement des personnes qui ont consulté d'autres collègues sexologues et qui viennent ensuite sur la plateforme. C'est plutôt des patients qui ont consulté un médecin traitant, qui avaient un suivi urologique ou qui ont demandé au gynécologue de leur partenaire, mais pas spécifiquement sexologique, et qui ont eu des réponses qui leur paraissaient soit hâtives, soit non adaptées, soit qui avaient senti que voilà, la prise en charge pour eux était pas, ça semblait pas adapté, ou le médecin lui-même ou la personne à qui ils sont adressés n'était pas formé, et ils ont tout de suite compris que c'est pas la spécialité de la personne qu'ils ont consultée. Et on a quelques personnes qui ont déjà consulté, mais qui basculent ensuite sur la téléconsultation pour des raisons purement géographiques. Le dernier que j'ai eu, il m'a dit le médecin sexologue le plus proche de chez moi est à 150 bornes. Et c'est quelque chose qui m'embête. Alors, surtout avec le confinement, faire les trajets, c'était devenu impossible. Donc, finalement, on se rend compte que ce sont des patients qu'on ne voyait pas dans nos cabinets. En tout cas, la majorité, on ne les avait pas. C'est une population complètement différente qui est arrivée sur les plateformes. Une fois de plus, je parle des patients qui sont venus sur la plateforme prendre rendez-vous et non pas des patients qui étaient déjà dans nos cabinets et qui sont venus nous voir, nous, spécifiquement. Et ce qui était intéressant, là aussi, c'était quelque chose complètement imprévu, c'était est-ce que c'est des patients qui vont venir consulter et qui vont demander d'avoir une ordonnance pour un traitement, par exemple, pro-érectile, un IP2,5 ou autre, et qu'on ne va plus jamais revoir. Et finalement, on se rend compte que la majorité, en fait, c'est comme dans nos patients, dans nos cabinets, c'est plutôt des patients qui sont demandeurs d'un accompagnement, d'un suivi. Comme vous voyez, notre moyenne actuellement, chaque patient fait 2,6 téléconsultations par an sur la plateforme. Bien sûr, il y en a qui en font plus, d'autres qui en font moins. Mais globalement, ce n'est pas des patients qui sont venus chercher comme ça simplement une prescription et repartir. Non, c'est des patients qui sont en demande, mais qui n'osaient pas consulter. Et il y a un autre groupe de patients, mais pour le moment, on a du mal à l'évaluer parce que vous allez comprendre pourquoi c'est très difficile et délicat à évaluer. André en a parlé un tout petit peu. On a énormément de patients qui, dans leur questionnaire pré-consultation, mettent la case « j'ai déjà pris un IP2,5 ou j'ai déjà pris des médicaments autres ». Et quand on leur demande « est-ce que vous avez déjà consulté ?» ils disent non. Et donc, on se demande, mais d'où vous avez eu les médicaments? Et en fait, c'était des personnes qui achetaient sur des sites, souvent c'est des contrefaçons, des produits censés être des produits naturels ou des produits miracles. Et finalement, c'était des personnes qui n'osaient pas consulter et se retourner vers ces solutions faciles pour eux. Et le fait d'avoir des spécialistes en sexologie qui téléconsultent, finalement, ils ont préféré arrêter d'aller sur les sites d'achat de produits divers et de venir plutôt demander l'avis des sexologues. Sauf que c'est très difficile à évaluer. La seule chose que je peux vous dire, et André en a parlé tout à l'heure, c'est que c'est assez frappant. On se rend compte de plus en plus qu'il y a des personnes qui cochent la case « j'ai déjà pris un traitement, mais je n'ai jamais consulté ». Et on se doute bien où est-ce qu'ils ont été chercher ces médicaments. Certains nous le disent, d'autres n'osent pas le dire parce qu'ils ont peur d'entendre une leçon de morale, ce qu'on ne leur fera pas, mais bon, ils ont peur qu'on leur dise que ce n'est pas bien ce qu'ils ont fait ou des choses comme ça. Passons maintenant au profil des sexologues qui ont téléconsulté. Et là aussi, c'était la grande inconnue. Qui ça pourrait intéresser de faire de la téléconsultation? Et à ma grande surprise et belle surprise, en fait, il y avait tous les profils de sexologues. Je vous les mets en vrac comme ça. Soit des sexologues qui avaient déjà une activité de sexologie dans leur cabinet,
mais qui voulaient diversifier ou augmenter leur nombre de patients de sexologie. Et la plateforme a été un outil pour développer leur patientèle de sexologie. Il y avait des sexologues qui étaient plus ou moins en pré-retraite ou qui prévoyaient leur retraite et qui se voyaient pas, qui avaient encore très envie de continuer à faire de la sexologie et qui se voyaient pas s'encombrer, s'embêter encore avec un cabinet en ville avec toutes les charges que ça peut représenter, etc. Et qui ont trouvé dans la solution une façon de continuer à exercer leur expertise sans s'encombrer du côté physique d'un cabinet. Des jeunes sexologues qui débutaient, qui ne voulaient pas trop perturber leur activité. Vous savez qu'il y a beaucoup de médecins, par exemple, qui nous ont rejoints, qui avaient déjà une activité de médecine générale, uro, gynéco, autres, qui voyaient difficile le fait de faire de la sexologie dans leur cabinet tout en gardant leur patientèle habituelle et que ça allait désorganiser un peu leur fonctionnement. Et finalement, le fait de faire de la sexologie sur la téléconsultation et leur autre activité, leur autre spécialité en cabinet physique, c'était quelque chose qui les arrangeait. Et il y avait des sexologues à exercice hospitalier et qui n'avaient pas la possibilité dans le domaine des consultations hospitalières, c'est plutôt des vacations, comme vous le savez, qui n'avaient pas la possibilité d'augmenter leur nombre de consultations de sexologie, qui avaient envie de faire plus de sexologie et qui ont continué donc leur activité hospitalière et en faisant de la téléconsultation. Et les profils vraiment des sexologues qui ont téléconsulté, finalement, c'était de toutes sortes de profils, comme ce que nous sommes déjà en ville. Et il faut dire aussi, juste pour terminer là-dessus, il y a eu aussi pendant la période Covid, la plateforme avait permis à et c'est toujours le cas d'ailleurs, permet à des médecins et des sexologues, non médecins aussi, de téléconsulter sur une partie de la plateforme en apportant leurs propres patients, c'est-à-dire de proposer un peu ce qu'a fait André, d'apporter les patients sans aucun engagement, sans frais, sans payer, juste une offre de pouvoir téléconsulter sur la plateforme. Et c'est vrai que pendant la période de confinement, il y a beaucoup de sexologues qui ont pu continuer leur activité avec leur propre patientèle en passant par cette solution-là, donc leurs patients sur la plateforme. Et comme André, beaucoup ont été surpris de voir que mais finalement, il y a beaucoup de leurs patients qui ont souhaité continuer sous cette forme-là, soit pour des raisons pratiques, le fait de prendre rendez-vous sans devoir prendre une demi-journée de leur travail pour pouvoir se déplacer, sans être stressé de est-ce que le médecin va être en retard d'aller récupérer les enfants en rentrant ou les horaires du travail, etc. Donc voilà, finalement, c'est pour terminer sur mes propos, passer la parole à Béatrice, pour moi, c'est quelque chose qui se révèle de plus en plus comme un très bon complément à ce qui se fait déjà. C'est-à-dire, et André l'a évoqué un peu, si on se met à opposer, à mon avis, les consultations de sexologie en ville, en visuel, en présentiel, et les consultations de sexologie en téléconsultation, à mon avis, ça serait une erreur de les opposer parce que c'est un très bon complément puisqu'on se rend compte que finalement, si ce sont les mêmes professionnels qui exercent dans les deux domaines présentiel et téléconsultation, finalement, ce ne sont pas forcément les mêmes patients puisque c'est des patients qui n'avaient pas accès au présentiel et qui ont maintenant accès aux téléconsultations en virtuel. Et donc, en plus du côté qu'on a évoqué, les avantages et inconvénients de l'une et l'autre des méthodes, plus le fait qu'on s'adresse à des patientèles qui sont globalement différentes, je pense que c'est un sacré complément et c'est quelque chose qui, un peu à la fois, fera que chacun de nous prendra des habitudes et se fera sa propre idée sur ce qui est faisable, non faisable, ce qui est adapté, ce qui n'est pas adapté. Voilà, je vous remercie et je passe la parole à Béatrice. Merci beaucoup, Gilbert. Donc, on reçoit déjà beaucoup de questions au fur et à mesure des interventions du docteur Cormand et du docteur Boujaoudé. Je vous propose qu'on prenne un temps à la fin de ces trois exposés et on va donc continuer avec le docteur Béatrice Cusin. Très bien, merci Aurélie. Alors, bonsoir à tous. Donc, en fait, je vais dire un petit peu des choses qui ressemblent à ce qui vous a déjà été dit. Donc, je vais essayer de vous raconter assez rapidement comment j'ai pu mettre en place le système de téléconsultation en sexologie, tout en sachant que c'est à travers mon expérience d'urologue. Alors, pour faire diapositive, je vais le faire, attends, c'est bon. Alors, d'abord, je voulais rappeler que on parlait déjà depuis très longtemps de la téléconsultation,
Donc, j'ai trouvé ces diapositives qui sont faites par des Canadiens. Et vous voyez qu'en fait, ça a commencé dans les années 50 avec des conférences et des présentations autour de la chirurgie en circuit fermé. Donc après, les Américains et les Norvégiens ont commencé à y penser pour résoudre leurs problèmes géographiques parce que c'est des grands pays. Et dans les années 80-90, on a même commencé à se servir de la téléconsultation pour soigner les soldats de l'OTAN qui se trouvaient en fait dans le Golfe. Alors, du coup, diapositive suivante. Parce que j'arrive pas à y avoir accès. Donc en fait, à tel point qu'avant 2020, l'HAS avait déjà commencé à rédiger des recommandations avec donc des choses qui étaient donc assez précises, qui semblent logiques, hein, donc traçabilité des échanges, qualité des flux audio et vidéo, fonctionnement du matériel. Alors les procédures de désinfection du matériel, je ne sais pas vraiment à quoi ça servait. Disponibilité d'éventuels matériels médicaux, procédures dégradées en cas de problème technique, c'est assez important, état clinique, objectif technique, capacité du patient à bénéficier d'une téléconsultation et possibilité d'un accompagnement d'un proche ou d'un professionnel de santé, et enfin disponibilité des données médicales du patient si nécessaire. Diapositive suivante. Avant 2020, les règles qu'André nous a rappelées et qu'on n'a pas forcément d'ailleurs pu mettre en évidence de manière évidente, c'est qu'il fallait avoir une connaissance du patient, une consultation physique au cours des 12 derniers mois et en fait, une orientation par le médecin traitant. Donc en fait, cette règle de la consultation physique, elle a été très rapidement assouplie par la Caisse nationale d'assurance maladie parce qu'elle s'est rendue compte que dans ce contexte de crise, ce n'était pas possible et à charge pour le médecin de voir s'il fallait un examen clinique ou pas. Diapositive suivante. Donc après le 17 mars, donc en fait là on s'est vraiment rendu compte que c'était la période où il fallait y aller, hein, il n'y avait pas le choix. Donc en fait, il fallait passer aux travaux pratiques. Alors en gros, pour vous expliquer, moi j'ai eu une semaine pour me retourner. Donc en fait, franchement, les plateformes, ils ont été assez efficaces. Donc honnêtement, je partais de pratiquement zéro. Donc j'ai essayé de trouver les choses les plus simples possibles. Alors en fait, les critères qui vous sont énoncés, c'est ceux que j'ai trouvés également chez les Canadiens. Mais pour moi, ça a été une espèce de mantra, puisque en fait, je partais pratiquement de zéro. Donc technique simple, accessible et usage de technologies très répandues. Diapositive suivante. Alors en gros, j'avais plusieurs espaces à organiser, puisque je suis urologue au CHU de Lyon et j'ai une activité exclusivement de consultation d'urologie et sexologie dans mon cabinet médical. Donc en fait, d'abord, il fallait prendre la décision sur ce qu'on pouvait faire parce qu'il n'y avait pas de directive vraiment très claire. Donc en fait, pour essayer de garder quand même l'accès aux soins en urgence, j'ai décidé de garder 1 à 2 demi-journées d'urgence pour les urgences d'urologie et j'ai basculé tout le reste en téléconsultation. J'avais donc pour tout matériel, le logiciel Agenda, un dossier patient FileMaker Pro qui est mon dossier patient. Donc en fait, j'ai basculé sur un logiciel de consultation couplé à l'agenda, comme il en existe beaucoup. Donc c'est quelque chose qui est intéressant parce que du côté du patient, il doit, pour s'inscrire à la consultation, vérifier son matériel, qui peut être un smartphone ou un ordinateur. Et en fait, il met un moyen de paiement qui est la carte bleue. Il met simplement une empreinte de carte bleue. Alors, du côté patient, donc en fait, on a affaire à un dossier qui est sécurisé, c'est-à-dire que tous les échanges de documents sont sécurisés. Donc, on a des documents en partage donc avec le patient. On envoie sa feuille de soins informatisée, des documents scannés. Moi, j'utilise des documents manuscrits. Et en fait, on peut mettre en option la carte Sésame Vitale. Et également, on pourrait, quand on a des dossiers médicaux informatisés, partager des PDF générés. Donc, autre point positif, la connexion par le patient permet de démarrer la consultation et on peut prévenir d'un retard. En une semaine, donc du coup, ça a été relativement opérationnel et j'ai pu faire mes téléconsultations.
Diapositive suivante. Alors, en fait, qu'est-ce qu'il en résulte? Alors, donc les profils patients de téléconsultation, sexologie, alors c'était pas que de la sexologie, j'ai très vite eu également des infections urogénitales. En sexologie, j'ai eu de la dysfonction rectile, donc des éjaculations, précoces, des maladies de la pérodie. J'ai eu beaucoup de patients que je suis pour des douleurs chroniques qui ont fait des rechutes, parce que bien sûr, c'est souvent des troubles qui sont liés, à des problèmes ostéo-articulaires et de rester assis toute la journée, j'en ai vu plein qui ont chuté très vite. Alors j'ai eu aussi beaucoup de demandes de vasectomie, alors c'est pas vraiment de la sexologie, mais ça quand même, ça mérite le fait d'être souligné. Et alors, les patients qui consultaient en urgence, je leur laissais libre accès, donc c'était des consultations présentielles. Donc j'ai eu un peu tout, j'ai eu des cancers du testicule, des crises de colique néphrétique, des infections urogénitales, mais aussi j'ai eu en urgence présentielle des dysfonctions sexuelles hommes et femmes. Donc j'ai pas eu de problème technique. Il faut simplement s'assurer que vous avez un débit suffisant. Depuis mon domicile, c'était pas possible. Donc j'ai des patients qui m'ont retrouvé, qui avaient déménagé. Donc le manque d'examen clinique, bah, c'est quelque chose qu'on a déjà souligné. J'ai eu quelques dysfonctions rectiles du confinement. Donc le système est adapté, il se base sur le volontariat des patients. Donc il n'y a pas trop de problèmes techniques. Et en fait, honnêtement, cette poursuite de l'activité sexo, elle a été tout à fait favorable avec un équipement à minima, donc webcam, abonnement de téléconsultation et scanner. Diapositive suivante. Alors en fait, très rapidement, on a des codes qu'on a pu utiliser dès le départ. Donc ce qui avait été prévu, c'est le tarif TC, MCS, MPC, ce qui correspond à 28 € avec un retour au médecin traitant. Et très vite, on nous a donné l'autorisation d'utiliser les codes APC. Et les codes APC permettent aux patients d'être beaucoup plus remboursés. Donc en fait, c'est réservé aux médecins spécialistes. Diapositive suivante. Alors, pour l'hôpital, ça a été un petit peu différent. Donc, ma situation antérieure, c'était d'avoir des dossiers médicaux complètement informatisés, des patients chroniques souvent âgés pour la dysfonction rectile. Donc, la réponse institutionnelle dès que le confinement est tombé, c'était plus de consultation présentielle. Tout le monde a la téléconsultation. On nous a mis un accès de bureau informatique à distance. Donc, en fait, on avait une plateforme développée en Rhône-Alpes qui pouvait fonctionner en théorie avec le dossier informatisé. Et donc, on avait les facturations dégradées et on pouvait faire des consultations visio au téléphone. En fait, on n'a fait que des consultations téléphoniques parce que c'est d'une part adapté pour le suivi des patients chroniques âgés. Moi, c'est que des patients que je connaissais. Mon planning était complètement plein. Le dossier médical informatisé permet le renouvellement des ordonnances et on a fait des processus complètement dégradés parce qu'en fait, on n'avait pas du tout euh, de process qui ont été mis en place pour que les secrétaires puissent envoyer de manière dématérialisée. Et en fait, les patients ne nous avaient pas donné suffisamment d'informations. Donc, en fait, j'ai vu peu de nouveaux patients. Il n'y avait pas de possibilité de faire des visios, car en fait, le problème de matériel existait des deux côtés. C'est-à-dire que nous n'avons pas été équipés tout de suite à l'hôpital de visioconférence, de matériel de visioconférence. Et les patients, quand on leur disait que leur consultation était annulée et qu'il fallait qu'ils aient une téléconsultation, ben les pauvres, ils ne savaient pas trop comment faire. Donc, au téléphone, on était tout contents de s'entendre. Moi, j'étais contente parce que mes patients reconnaissaient ma voix et puis je pouvais leur demander des nouvelles et leur demander des nouvelles de leur famille. Donc, ça s'est très bien passé. Donc, du coup, on a pu avoir un objectif de continuité des soins qui a été atteint. Et le système, par contre, requiert plus de moyens humains, puisqu'il fallait faire appel à des secrétaires, à des envois de courrier. Donc, c'était quand même une structure assez lourde. Diapositive suivante. Alors, donc le dernier outil que j'ai utilisé, donc c'est le même que Gilbert et André. Donc, c'est la sexologie sur une plateforme de téléconsultation dédiée. Donc, en fait, personnellement, j'avais commencé à m'intéresser à ça fin 2019, mais j'avais un peu laissé traîner et je me suis dit, tiens, pendant le confinement, on va commencer. Alors, du coup, c'était une patientèle de nouveau, exactement comme André, avec uniquement des dysfonctions sexuelles masculines,
des consultations de 15 minutes, mais en fait, ça a été très, très vite, très bien, parce qu'en fait, on a un outil qui est complètement automatisé et donc les patients ont des possibilités de consulter par SMS, téléphone ou visio et moi, j'avais personnellement choisi uniquement le téléphone ou la visio. Donc il y avait absolument aucun problème technique, la connexion est très bonne. J'ai pu travailler depuis chez moi, donc la plupart des patients préféraient le téléphone. Donc j'étais très surprise de voir des patients de tous les âges, comme vous a dit, Gilbert, de tous les milieux socio-professionnels, et donc on a également des patients de plusieurs pays. Donc je ne vous les citerai pas tous, mais je peux vous dire qu'il y a un large panel. Donc ce seront des premières consultations, la plupart du temps exactement, comme Gilbert vous avait dit. Ils ne savaient pas trop comment, en fait, faire leur consultation. Ils apprécient de pouvoir se connecter selon leur choix. Je fais souvent des consultations le soir. Donc en fait, on fait des comptes rendus, de consultations, structurés. Donc en fait, c'est aidé par des consultations, par des questionnaires patients. Donc on gagne beaucoup de temps. Donc le suivi est sérieux, il y a de la ponctualité, les patients sont contents d'être écoutés. Donc l'outil est efficace. Donc je trouve que c'est quelque chose d'innovant. En plus, il y a un programme, qui a été mis au point sur l'éjaculation précoce. Donc on a des échanges également entre les collègues sur les cas cliniques. Donc en fait, on fait un bon réseau et donc c'est une plateforme qui est innovante, conviviale, qui met la sexologie à portée de tous. Diapositive suivante. Donc en conclusion, la téléconsultation en sexologie, je pense qu'elle est vraiment à la portée de tous. Donc en fait, en tant que praticien, vous avez vraiment le choix entre plusieurs types d'équipements. C'est optimisé, c'est validé. Pour les patients, il y a une accessibilité géographique et du coup, c'est ce que disait Pierre, un des rôles quand même, de l'AIUS et de la sexologie, c'est de couvrir tout le territoire. Donc avec la téléconsultation, on peut, permettre aux gens d'avoir plus facilement accès à nous. Donc, il y a également, donc quelque chose qui est intéressant d'un point de vue financier, d'un point de vue technique. Donc ça fait réfléchir aux pratiques professionnelles, ça fait revoir les outils de communication, l'optimisation des messages. Donc bien sûr, il faut prévoir des alternances de téléconsultation et de présentiel. Donc ça améliore l'accès aux sexologues, les patients qui n'osaient pas consulter. Donc amélioration de la santé globale une nouvelle fois. Et donc ça permet aussi aux sexologues d'exercer la sexologie. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de sexologues qui ont fait un diplôme et qui en fait ne peuvent pas exercer la sexologie. Et donc ça améliore la formation post-universitaire. Et donc dernière diapositive. Donc je vous remercie, nous vous remercions tous les trois et nous attendons vos questions. Merci beaucoup à vous trois. Alors, on a eu un nombre important de questions. Je propose à Cécile d'essayer de nous faire un retour justement sur ces questions. Oui, un nombre important de questions, puis de réactions aussi. Alors peut-être qu'on pourrait faire réapparaître l'ensemble des conférenciers, puisque d'une certaine manière, certaines des questions sont à destination de l'ensemble du CA. Déjà des réactions pour nos conférenciers, ça fait toujours plaisir, puisqu'il y avait plus d'une centaine de personnes qui étaient présentes, beaucoup de réactions très enthousiastes et beaucoup de remerciements. Donc merci à vous, je relais aux conférenciers qui ont fait une très belle présentation ce soir. Pour du coup Gilbert, André et Béatrice, on a beaucoup de questions qui ont été posées autour des plateformes en elles-mêmes. Hein. Donc j'ai répondu qu'effectivement le choix du CA avait été de ne pas faire de pub pour des plateformes en particulier, mais il y a des questions un tout petit peu précises. Est-ce que ce sont des plateformes grand public ou est-ce que ce sont des plateformes spécialisées, et est-ce que certains d'entre vous ont fait l'expérience de la téléconsultation gratuite sur le site de l'ARS? Et si c'est le cas, est-ce que vous en avez des retours? Alors, le site de l'ARS, en fait, c'est celui qui ne marchait pas. Je suis désolée, ce n'est pas qu'il ne marche pas, mais en fait, il est très bien. On a eu une très bonne formation. Mais en fait, le problème, c'est que les gens doivent s'inscrire et valider leur matériel. Et en fait, on n'a pas pris le problème vraiment dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il marche très bien, par exemple, dans les unités qui suivent les patients HIV, parce que c'est des patients plus jeunes et qui ont plus l'habitude. Donc, tous les services de maladies chroniques qui utilisent des patients jeunes, en fait, les utilisent. Mais nous, en urologie, on n'a pas réussi à optimiser, et moi, en sexo non plus.
Et pour répondre à l'autre partie de la question sur est-ce que ça s'adresse de façon spécifique à des patientèles ou non, la plateforme, elle est ouverte à tout le monde peut consulter, c'est grand public. Et parfois, il y a des patients qui hésitent ou qui savent pas trop si ça relève de leur situation ou non. Faut savoir qu'il y a même un service de hotline qui a été mis en place, que les patients peuvent contacter anonymement et poser des questions, se renseigner. Donc non, c'est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de restriction particulière. Une question pour vous, Gilbert, d'une participante qui se demandait si vous aviez le pourcentage de psychiatres téléconsultants. Je peux parler pour notre plateforme. Il y a, est-ce qu'il y a des psychiatres avec nous? Il me semble que non. Il me semble qu'il n'y a pas de psychiatres téléconsultants. Il y a des médecins généralistes, des gynécos, uro, il y a angio et non, il n'y a pas de psychiatre. Mais ça serait une excellente chose qu'il y en ait. Bon, appel à candidature. Voilà. André Cormand, pour toi, il y avait une question, si tu as parlé d'un questionnaire à un moment, et donc une des participantes se demandait s'il était possible de te demander l'accès à ce questionnaire. Alors, effectivement, j'ai parlé du questionnaire. C'est une manière de travailler, par exemple, qui existe dans la plateforme, c'est-à-dire que les gens remplissent un questionnaire avant, sur leurs troubles, avant la consultation, ce qui fait qu'on peut consulter. C'est une pré-analyse qui fait gagner du temps, puisque, comme je vous l'ai dit, on est dans des formats de consultation de 15 minutes. C'est bien d'avoir déjà un peu une idée pour positionner son anamnèse rapidement. Et justement, une réaction d'une participante qui demandait ou qui invitait peut-être l'AIUS, qui demandait s'il y avait une commission de travail pour l'anamnèse en sexologie. Alors, en tout cas, c'est une idée peut-être à conserver. Des réactions autour de la Covid, donc des personnes qui sont plutôt optimistes et qui disent que finalement, à chaque fois qu'il y a une crise, il y a aussi beaucoup de créativité et qui vous félicitent pour cette créativité. Voilà. Si vous me permettez un complément, parce que on a cité que des spécialités médicales. Il faut savoir que ça a commencé quand on met en place ce type de plateforme. Faut se rendre compte que c'était quelque chose qui était très nouveau. Je rappelle que c'est unique en Europe. Et donc, on part tout doucement et on développe et on s'adapte. Et donc, on a parlé que de spécialités médicales. Il faut savoir que les sexologues qui sont issus de spécialités autres que médecins vont aussi pouvoir s'y mettre là dès le début de l'année. Et on a déjà plusieurs sexologues qui vont commencer, qui sont psychologues, sages-femmes, infirmières, thérapeutes de couple, thérapeutes de famille, etc. Donc, c'est quelque chose qui a commencé de façon très progressive. Et il faut se rendre compte qu'à chaque fois, on est obligé de travailler, de s'adapter, de développer des outils adaptés. Et ce n'est pas si simple que ça à faire. Mais là, maintenant, c'est quelque chose que j'ai vu passer des questions qui demandent est-ce que c'est que des médecins? Non, c'est pas réservé qu'aux médecins et c'est quelque chose qui peut maintenant être adapté au plus grand nombre. Mais il a fallu commencer avec des dysfonctions sexuelles précises, ne serait-ce que pour voir un peu comment ça se passe et pouvoir mettre en place une façon de travailler qui est nouvelle. Comme tout ce qui est nouveau, on tâtonne un peu au début. Et là, maintenant, on a une façon de faire qui est devenue particulièrement adaptée et qui peut être adaptée à tout type d'exercice de sexologie, que ce soit des médecins, que ce soit des sages-femmes, psychologues, thérapeutes de couple, thérapeutes de famille, etc. Donc, voilà, il n'y a pas de restriction. C'était juste le temps de mettre en place cet outil qui était complètement innovant. Alors, je voudrais même rajouter que dans mon cabinet, pendant tout le confinement, les 2 psychologues, ils ont fait de la téléconsultation sans arrêt, quoi. Et les psychiatres, ils ont cette habitude aussi depuis longtemps. Je pense que ça a dû être les premiers qui ont mis en place les téléconsultations. Du coup, des témoignages qui arrivent en direct de sages-femmes, d'infirmières qui disent qu'elles aussi, elles en ont bénéficié, elles ont pratiqué et qu'elles ont trouvé ça, ou ils ont trouvé ça particulièrement intéressant. Pardon, André. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'au fond, c'est une période qui va… C'est intéressant pour nous tous à réfléchir.
C'est-à-dire que c'est une période où il y a beaucoup de négatifs, on le sait, mais d'un autre côté, c'est une période qui permet de développer d'autres outils. Et dans ce que disait Pierre Bondy en ouvrant ce webinaire et que je partage, c'est-à-dire qu'il nous faut être très créatif et développer une grande visibilité de la sexologie. Ça, l'AIUS on est tous au CA d'accord pour œuvrer dans ce sens. Et la téléconsultation, effectivement, va nous amener à développer, effectivement, à réfléchir à des formes différentes. Je parlais tout à l'heure dans mon topo, quand j'ai dit remodéliser les sexothérapies. C'est ça qui est fantastique, c'est au fond qu'à un moment donné, cette capacité qu'a l'être humain à adapter, à créer, etc., c'est souvent dans les périodes de crise qu'il développe ce genre d'innovation. Voilà. Et c'est dans ce sens que ça nous intéresse à l'AIUS de réfléchir à ça, comme de réfléchir à tous ces vecteurs nouveaux qui apparaîtront dans les relations entre les gens. Une dernière question pour votre partie, puisqu'elle a été posée par plusieurs conférenciers, c'est les 15 minutes. Il y a eu des réactions de surprise. Est-ce que ça correspond à tous les types de professionnels? Est-ce qu'on est arc-bouté sur les 15 minutes? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça enlève? Comment ça se passe? Cette histoire de 15 minutes, c'était simplement pour pouvoir proposer des consultations abordables pour tout le monde. Hein. Je rappelle que les 15 minutes, c'est proposé pour 35 € pour les patients. Donc, c'est pour leur permettre ça. Mais pour pouvoir réussir à faire des consultations de 15 minutes, les questionnaires de pré-consultation qui sont remplis par les patients nous font gagner pratiquement un quart d'heure de consultation. Et il y a des documents remis aux patients en post-consultation qui font gagner aussi beaucoup de temps. Par exemple, pour chaque médicament prescrit, il y a une fiche d'utilisation pratique, il y a des conseils psychologiques qui peuvent être remis. Et donc, la consultation peut être centrée sur les éléments où on sait que ça ne peut pas être écrit. En revanche, il y a d'autres, donc je parlais que là maintenant, ça s'ouvre à autres types de téléconsultation, de dysfonction sexuelle. Et pour des dysfonctions sexuelles de type trouble de libido féminin, de type thérapie de couple, etc., ça sera plutôt un modèle de 30 minutes que de 15 minutes. Mais c'est quelque chose qui a été extrêmement difficile à réfléchir parce qu'on sait très bien que faire de la sexologie, entre guillemets, de qualité en quelques minutes, c'est très difficile. Et donc, il a fallu créer un système qui fait qu'on a énormément d'informations avant la consultation et qu'on peut donner énormément d'informations aux patients après la consultation pour pouvoir se consacrer à l'essentiel de l'entretien avec le patient. Merci infiniment. On me dit aussi que le temps coule. Donc, je voudrais simplement poser les questions aussi à André Letzel sur l'annuaire. Il y a eu plusieurs questions. Une question qui est fondamentale, qui est celle de la protection des données, peut-être. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces données sur les personnes? Est-ce qu'on les vend à des sites commerçants? Voilà. Donc, le site Trouve un sexologue donc, est hébergé par AssoConnect, qui est une société française, et les données sont entièrement protégées et on respecte la protection des données de la loi européenne. RGPD, super. Est-ce que si on a une difficulté, il y a plusieurs personnes qui ont posé des questions à titre personnel, est-ce que, comme sur la plateforme de Gilbert, il y a des hotlines ou est-ce qu'on vient te contacter directement ou auprès du secrétariat? Il y a déjà quelques personnes qui m'ont contacté les derniers jours. Donc, si je suis disponible, je vais bien prendre en charge les appels. Donc, vous pouvez en amont, peut-être, si vous voulez passer mon numéro, si je peux aider, je veux bien, à condition que je sois disponible. On peut me laisser un message, je rappelle toujours. Et pour notre secrétaire général plutôt, même si ça a un rapport avec l'annuaire, il y a une question autour de devenir titulaire. Comment on fait? Et est-ce qu'un psychomotricien, sexologue, peut devenir titulaire et être inscrit sur l'annuaire? Alors, tous les professionnels peuvent faire une demande de titularisation auprès de notre secrétariat en nous envoyant CV, lettres de motivation, vos formations en sexologie et en santé sexuelle. Et pour devenir titulaire, vous avez aussi le besoin de 2 lettres de parrainage de membres titulaires de l'AIUS.
Si vous ne correspondez pas à tous les critères qui sont indiqués sur le site de l'AIUS, que vous pouvez retrouver dans les statuts ou dans le devenir membre, faites tout de même votre demande parce que l'AIUS traite tous les dossiers de manière individuelle et que donc à chaque fois, il y a des exceptions qui parfois confirment la règle et qui donc pourront tout à fait être traitées par notre conseil d'administration. AIUS, qui a donc été créé en 1983, nous précise une certaine Mireille B dans les commentaires. On a une question, c'est sans doute la dernière, mais plutôt peut-être à destination de Pierre et Rosa, qui fait bien de nous rejoindre. C'était une question autour de l'ANFH. On nous a demandé ce que c'était, à quoi ça servait, et du coup, pour avoir des précisions autour de ce projet-là de l'AIUS. Ah, Rosa, on n'a pas le son. Je n'ai pas compris la question, Cécile. Qu'est-ce que c'est que l'ANFH? L'Association nationale des formations hospitalières. Donc, c'est ceux qui s'occupent, qui sont en charge de tout ce qui est la formation continue de tous les personnels hospitaliers de France. Et puisque j'ai la parole, je laisserai après Rosa parler. Vraiment, je remercie beaucoup tout ce premier webinaire. André, il faudra mettre sur le site, parce qu'on a un très bon mode d'emploi de comment utiliser et s'inscrire. Donc, il faudra le mettre sur notre site. Tu as fait ça parfaitement. Et nos trois panélistes ont montré vraiment tout l'intérêt de la téléconsultation. Je crois, quand je vous ai écouté, que vraiment là, on est vraiment pas une révolution, mais vraiment une avancée qui est très importante. Parce que c'est comme tu l'as dit, je crois que c'est André qui l'a dit, c'est pas du tout antagoniste avec la consultation présentielle, mais c'est complémentaire. Donc, je crois que c'est deux choses. Deuxièmement, il faut bien voir aussi dans le monde de la sexologie, de la santé sexuelle et ses troubles, on a de gros problèmes d'inégalité de soins. Or là, comme vous l'avez dit tous les trois, ça permet d'avoir un meilleur accès à une réponse soignante et je trouve qu'on est vraiment dans un objectif de démocratisation sanitaire réelle, vraiment, puisqu'il y a le problème d'avoir une population auquel on n'a pas accès. Deuxièmement, un coût qui est tout de même modéré. Troisièmement, je crois que c'est Gilbert qui le disait, on sait qu'il y a des endroits en France où il y a des déserts sexologiques, entre guillemets, et ça permet de répondre à ça. Et troisièmement, et ça c'est Gilbert qui l'a dit, et j'avoue que ça m'a interpellé parce que je n'y avais pas pensé, ça permet à nombre de patients, des jeunes en particulier, ou des personnes ou des femmes, enfin des hommes et des femmes qui ont des problèmes de dysfonction sexuelle, de ne pas trop attendre pour consulter et de consulter précocement. Or, on sait bien que plus on attend pour consulter et plus la dysfonction devient sévère et difficile à traiter. Donc vraiment, on est en train de voir tous les avantages qu'il y a et j'engage en tant que président de l'AIUS, je dis qu'on va faire un comité de téléconsultation et réfléchir à comment on peut faire au niveau national, que ce soit des plateformes privées, que ce soit des plateformes publiques, comment on peut faire pour améliorer l'offre de soins. Et là, je pense que vous avez été des pionniers qui nous ont donné des pistes extrêmement intéressantes. Voilà. Et je passe la parole à Rosa. Bonsoir à tous. Moi, je ne vais pas revenir sur tes propos, Pierre, qui sont pertinents. Tout simplement rappeler que l'AIUS a toute sa place, vous le savez, en tant que société savante, pour effectivement mettre en place des formations. Et c'est vrai que je compte énormément sur vous, les membres, pour y participer, pour nous proposer des thématiques, voire même pour pouvoir participer. Pour cela, il faut être effectivement membre titulaire, mais pour pouvoir participer aussi à des formations. Je crois qu'il est très important maintenant que nous puissions rayonner à travers tout le territoire et nous avons besoin de vous tous pour y arriver. Donc, merci de pouvoir nous faire des retours et de nous faire des propositions. Ça serait très important. Ça, c'est très important que nous soyons tout le temps dans l'interactivité entre nous tous, les sexologues. Merci pour tout. Merci à tous. On arrive, on a un peu grappillé le temps d'ailleurs. On arrive à la fin de notre webinaire. Je vais essayer de faire en sorte d'accueillir l'ensemble du CA, ou en tout cas les personnes qui sont là. Pierre, je vous laisse le mot de la fin. Je tiens à remercier Joël Mignot qui précisait aussi sur le chat qu'effectivement les psychomotriciens sont des professionnels qui peuvent avoir un DU de sexologie ou de santé sexuelle. Donc, bien entendu, ça répond aux critères de titularisation dont on parlait tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à nous faire passer vos dossiers.
Pierre, vous m'entendez? Je vais conclure. D'abord, je remercie tout le monde d'ailleurs pour votre participation. Il était vraiment très intéressant. Ça a donné des pistes pour le CA. Là, j'en ai quelques-unes en tête. Et puis, je remercie aussi tous les auditeurs qui nous ont rejoints et qui ont participé, puisque manifestement, il y a eu dans les chats pas mal d'échanges. Donc, longue vie à l'AIUS. Et vous voyez que c'est le premier webinaire, mais on va continuer. Et je suis très content en tant que président du succès de ce premier webinaire. Et je remercie tous les membres du CA pour leur implication. Et merci aussi à Gilbert. Je pense qu'on va coopérer aussi, continuer à coopérer ensemble. Voilà, merci à Arnaud et à André aussi, parce que les petites mains, il y a Cécile. Je peux vous dire qu'ils ont fait un boulot énorme au niveau de tout ce qui est l'outil Internet. Et puis, il y a Aurélie, Carole, enfin, tout le monde, Marie-Laure, qui sont en train de beaucoup s'investir au niveau de l'AIUS du CA. Je tire un peu sur la ficelle, mais enfin, pour l'instant, ils tiennent, ils suivent. C'est parfait. Donc, merci à tous, bonne soirée et à bientôt pour le prochain webinaire. Merci. Au revoir.